Cette semaine, dans le balado, on déterre le passé, on enquête le passé et on expérimente un vol turbulent. Bienvenue à mon ciné balado en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Ouais, j'avais pas un troisième t'as pas truc. réussi le 3 en 3 avec le passé. Mais en même temps, il veut racheter son passé ou une affaire de même. Ah oui, ça peut être ça. Ouais. On veut pardonner, on veut se faire pardonner pour notre passé. Ouais, c'est ça, c'est une rédemption. Hey. Donc, après plusieurs semaines avec une déferlante de films de sortie, semaine vraiment plus tranquille. Mais je sais pas si parce qu'il y a eu une... Je sais pas si c'est une crainte ou quoi que ce soit au niveau américain. Il y a comme un plus petit temps mort avant le fameux 23 mai avec Lilo et Stitch puis Mission Impossible, qui va être un gros week-end. Mais ouais, cette semaine puis la semaine prochaine, niveau américain, c'est plus modeste. Oui, tout à fait. Mais quand même une grosse sortie québécoise qui prend l'affiche ce vendredi. On a profité, bravo. Alors, avant de parler des sorties de la semaine, un petit tour de l'horizon, d'actualité, comme habituel. Est-ce que, parce que là, ça c'est plus un débat, est-ce que tu veux reparler des annonces de Donald Trump et de son équipe? Écoute, parce nous, on en parle beaucoup, mais je dis peut-être qu'il y en a que la seule actualité cinéma qui écoutent ou qui suivent, c'est nous. Fait qu'on peut bien en reparler un petit peu pour mettre au parfum. Fait que là, il aurait déclaré... il a déclaré une espèce d'affaire en début de semaine. C'est-tu dimanche même? C'était dimanche soir, oui, tout à fait. Qu'il y aurait des tarifs douaniers de 100% sur les productions internationales ou externes hors américaines. C'est ça. Aussi peu clair que c'est, puis que ça fait aucun sens. Là. Un tarif douanier sur un film, comment ça marche, ça veut dire quoi? T'sais? Effectivement, et c'est ce qui a semé un peu la panique à Hollywood. Dès lundi, tout le monde se sont parlé, les chefs de grands studios, pour essayer de comprendre ça, mais comme tu l'as dit, c'est tellement vague ce qu'il a lancé. Donc, est-ce que c'est... Parce qu'il faut comprendre aussi que les films... s'ils sont distribués par des grands studios américains, souvent c'est des coproductions aussi. Donc, il y a de l'argent qui provient d'un peu partout, de différents pays. Ouais. Ça ne veut pas dire que c'est financé 100% par les Américains. Non, il y a tout le temps un majoritaire, mais oui, ça arrive, exactement. Et sinon, même si c'est financé entièrement par un grand studio, mais qui décide d'aller tourner ailleurs, parce qu'évidemment, tu as différents... Mission Impossible, par exemple. Ben oui, c'est ça. Ou des fois, dans les studios en Australie, les Matrix, en Angleterre, tu as des grands studios aussi, parce que souvent... Les Seigneur des Anneaux, Galant Nouvelle-Zélande. Effectivement, les avatars et tout ça. Donc, parce qu'il y a souvent des incentives, donc il y a des avantages fiscaux qui pour la production. Fait que c'est quand même intéressant. C'est pour ça qu'ils viennent au Québec aussi, à Montréal, Toronto. Voilà. Mais c'est une question aussi logique d'espace. Donc, à Los Angeles, il y a juste tant de studios aussi. Fait que c'est pas pour rien que les gens vont aussi ailleurs. Puis souvent, ces productions-là, c'est 2-3 ans d'avance qu'ils vont louer les studios en Angleterre, les studios en Australie, à Montréal, au Melz. Fait que tu peux pas te tourner sur un 10 sous, puis à partir du mois prochain, on va imposer un tarif de 100% sur une production qui va à l'extérieur. Là. Toi, tous tes budgets, tout est dépensé, tout est calculé. Ça n'aurait aucun sens. Puis au final, c'est que tu pénalises ta production américaine de dire « allez pas dehors, on vous charge ». Fait que là, c'est tes propres citoyens puis tes propres compagnies. Puis les raisons pourquoi ils font ça, c'est que des fois, il y a une question vraiment d'esthétique. Là. Ton film, il y a une séquence en Italie, ben, tu vas la faire en Italie, puis c'est sûr que tu vas avoir des dépenses dans ce pays-là, puis sur l'hôtellerie, puis sur les techniciens. Là, ça va effectivement, ça, c'est l'autre enjeu, parce que dans les années 50-60, on mettait un décor peinturé ou une projection arrière-plan, puis c'était ça. Mais aujourd'hui, on va tourner dans les pays souvent où ça se déroule, là, à quelques exceptions près. Là. Pendant quelques années, on a vu on va faire ça numérique, puis finalement, on retourne à... quand t'as l'argent, c'est bien plus cool si t'es vraiment à Paris que si tu me le fais à croire. Là. Fait que tout ça porte très à confusion. Puis là, pour renchérir le tout, parce qu'on sait qu'avec notre... Mais ça, c'est avec ses conseillers spéciaux qui vont sauver Hollywood. Là. Je sais qu'il y a John Boyd là-dedans. Quand il a parlé de ce tarif-là, il a consulté personne. Tout le monde a été pris par surprise. Fait que c'est comme ça, lui, souvent, qui fonctionne. Il prend un élément... Il y avait, dans ce rapport-là qui avait été soumis, il était évoqué peut-être d'un léger tarif ou quelque chose, mais encore là, c'était très vague. Une forme de pénalité. Ouais, puis là, lui, il a pris ça, puis
il a appliqué ça comme il fait avec toutes ces ententes commerciales qu'il cherchait à renouveler. Mais je pense que c'est hier qu'il est sorti, parce que Donald Trump est un grand fan des films de James Bond, et je ne sais pas comment... Ce ne sont pas des films américains, non, ce sont effectivement. des films britanniques, oui, c'est financé... Même si là, c'est Amazon qui va les faire, fait qu'il y a une forme de coprod là, à tout ça, justement. Ouais, là... On peut dire maintenant que c'est rendu américain. Là. C'est ça, mais ça se passe pas aux États-Unis. Non, là. c'est ça se passe à travers le monde. Mais je ne sais pas comment la question ou le sujet est arrivé, mais il a lancé comme ça que les James Bond, ils n'auraient pas à s'inquiéter parce qu'ils sont comme hors de danger. Parce qu'ils aiment. Parce qu'ils aiment. Fait que là, ça devient... C'est une dictature. C'est lui qui va décider. Ah non, ça, c'est un film de LGBTQ, ça, non refusé, tarif douanier 2000%, mais l'autre, ah non, ça, c'est bien cool. C'est ridicule. Mais ça, c'est non sans rappeler, parce que moi, je me demandais si, à la base de ça, c'était aussi d'interdire, c'est comme ils coupent plein de ponts commerciaux, de dire je veux plus qu'on acquérisse puis qu'il y ait des films coréens puis français puis même canadiens on sait pas effectivement, est-ce que ça peut amener ça? Puis là, c'est pour ça que je me demande si le récent, même s'il n'a pas rejoint totalement son public, Mickey 17 de Bong Joon-ho, qu'on va chercher un Coréen où il fait faire un film aux États-Unis qui se moque d'une bonne caricature de peut-être un certain président. Écoute. Fait que là, est-ce que... On sait qu'il y a l'épiderme sensible. Ben, c'est sûr. Je pense pas qu'il a payé un billet puis qu'il est allé le voir non, au Chinese Theater. Non, c'est certain qu'il est très revanchard. C'est dans sa personnalité. Fait que, écoute, puis il déteste évidemment tout ce qui représente l'idéologie libérale d'Hollywood et des valeurs un peu progressistes et tout ça. Il y avait une dent contre Disney. C'est ça. Oui, parce que exactement, il faut se rappeler que même s'il y a beaucoup de désirs financiers dans l'industrie du cinéma et l'industrie américaine, c'est d'une certaine façon quand même des gens artistes puis un peu vers la gauche puis qui a une certaine ouverture sur plusieurs affaires, là, pas dans toutes les productions, mais dans certaines. Mais c'est quand même drôle, parmi ces 3 conseillers nommés Hollywood, tu es allé chercher 3 fervents Monsieur Blanc de la droite. John Voight, Sylvester Stallone et Mel Gibson. Républicain et tout, là, c'est ça. Fait que tu vois le sérieux de la chose, c'est même pas une table de concertation, on va amener les studios, on va regarder ça ensemble. Fait que bref, ça va être un dossier comme tous ces autres dossiers qui va évoluer au gré de son humeur, je pense. John Voight, on se souvient quand même justement le film qui a gagné l'Oscar, là, qui est un cowboy, clairement homosexuel, qui... mais qui, disons, bisexuel et tout, qui faisait du male stripping puis toutes ces affaires-là. Là. Mais tu sais, ça change. On est loin de Cobra. Là. Oui, puis tu sais, mais je comprends que nos pensées peuvent évoluer, notre façon, je veux dire, je pense que Stallone était peut-être plus démocrate à une certaine époque, est devenu plus républicain. Et le contraire, Arnold Schwarzenegger est souvent qui est un républicain, mais quand même très à l'encontre ou contre quand il était gouverneur en Californie, il était beaucoup plus ouvert. Un peu plus progressiste au niveau de la société, mais je voulais dire qu'il est très contre l'administration présente puis critique beaucoup. Fait que bref, c'est ça. Fait que c'est la nouvelle... l'actualité qui domine un peu finalement, c'est l'industrie américaine du cinéma. Peu clair que vous le pensez. Là. Tout est mais en tout cas, on n'est pas un podcast politique, mais comme tu disais, c'est du Trump. Là. Je crie quelque chose, puis on verra plus tard, mais je ne vais jamais dire « Vous m'avez mal cité, je me suis trompé, c'est pas ça que je voulais dire. » là. À partir de là, il faut quand même qu'il fasse du pouce sur son fameux 100% qu'il vient de dire. Il va falloir qu'il transforme d'une certaine manière. T'sais. Et là, tout ça paralyse un peu le prochain festival de Cannes, où c'est là qu'il y a beaucoup d'ententes commerciales qui sont faites de distribution. Exactement, ouais. Fait que là, les distributeurs ne savent pas sur quel pied danser. Là. Fait que là, tout le monde est comme un peu... comment va se dérouler le festival. Une semaine de Cannes. Oui, c'est ça. Fait que oui, j'avoue, au niveau de l'acquisition, du financement, etc. Fait que là, ça fait un peu comme les ententes commerciales. Tu penses que tu es plus fort, mais tu te mets tout le monde à dos en te fermant à tout le monde en même temps. Ça fait, en tout cas... À suivre, donc. Oui, c'est ça. Bon, si tu passais d'autres choses, par contre, écoute, peut-être quelque chose de plus joyeux. Là. En fait, peut-être d'aussi surprenant, peut-être. D'accord. Une suite qu'on n'attendait pas. OK. C'est un doublé Sandra Bullock cette semaine. Aïe. Ouais. OK. Je suis même pas au courant. C'est quoi une suite à son film de police avec Melissa McCarthy, là? Non. OK. Une nouvelle suite. Miss Congénialité 3? Non. Okay. Ça serait vraiment une première suite à ce film-là, des années 90. De net. Non, c'est peut-être ça. Avec l'intelligence artificielle. Ouais, de Dark Web. T'es pas très loin dans les années, quelques années après. C'était Practical Magic. Avec Nicole Kidman. Il jouait 2 sœurs sorcières. OK. Qui
qu'un sort s'activait lorsqu'il tombait en amour avec des hommes. OK. Et les hommes mouraient, en fait. Fait que c'était comme un truc, une romance fantaisiste surnaturelle un peu. Public plus adulte, oui, même, tout à fait. pas enfant. Non, c'est un film pour adultes. Mais ce qui est surprenant, c'est que le film avait quand même pas été un grand succès, tant critique que commercial. Tu m'étonnes. Il y avait moins d'argent que son budget, mais pourtant, Bullock et Kidman étaient quand même deux grandes vedettes de l'époque, mais je pense que le sujet était peut-être un peu trop champ gauche. Mais bref, on a annoncé une suite pour 2026, 18 septembre 2026 pour la date de sortie. Les deux comédiennes sont aussi productrices du film. C'est qui distribue ou qui produit? C'est Warner Brothers, Warner, le distributeur. Le réalisateur, on ne le sait pas, par contre, ça n'a pas été annoncé, mais le premier film avait été réalisé par un comédien, Griffin Dunne, qui avait joué entre autres dans American Werewolf in London, After Hours. En tout cas, il jouait beaucoup un peu dans les films un peu d'auteur des années 80. Puis je ne savais même pas qu'il était devenu réalisateur par la suite. Fait que voilà. Deuxième film, là, on assiste à une réunion. Ce ne sera pas un speed de 3, mais Sandra Bullock et Keanu Reeves vont se retrouver dans un thriller romantique qu'on n'a pas de titre. Légalement, les deux comédiens participent en tant que producteurs. Et ça, on parle aussi pour 2026 potentiellement. Fait que genre action-romance... action-thriller, t'as dit plus. C'est un thriller romantique. Suspense romantique. OK. Ça m'apparaît singulier. Ouais. Ça dépend s'il est comédie ou... Je pense que ça se veut sérieux, Okay. honnêtement. Faut dire que les deux, donc, ils ont déjà tourné dans deux films. Évidemment, Speed, avec un énorme succès en 1994, et The Lake House en 2004. Qui avait connu un petit peu moins de succès. Mais quand même, Bullock, ça fait quelques années, là, son dernier film vraiment au cinéma, c'était en 2022. Ouais, avec Channing Tatum. Ouais, c'est ça. Elle a fait quelques petits trucs aussi pour les plateformes, pour le streaming, mais ça fait quand même quelques années qu'elle est absente. Alors, voilà pour nous... pour Hollywood, plus près de chez nous, Louise Archambault a annoncé son prochain film. Ouais, en production en anglais encore. Ouais, sur Leonard Cohen. Quand même. Okay. Fait que on ne sait pas trop de détails. Est-ce que c'est un biopic plus traditionnel ou on va juste se concentrer sur une partie de sa vie? Ça reste d'être terminé. Donc, est-ce qu'on a un titre? Cohen, pour l'instant. Pas de date de sortie encore annoncée, mais 2026 fêtera les 10 ans du décès de Leonard Cohen. Donc, peut-être qu'on va souligner ça pour une sortie 2026. C'est ça, parce qu'il y a eu du financement qui a été accordé. Fait que j'imagine qu'on va faire un tournage de 25. Puis, c'est ça, ouais. Fait que très hâte de voir ça. Étant un grand fan de Leonard Cohen et de Louise Archambault, je suis curieux de voir ce qu'elle va faire avec cette icône de montréalaise anglophone. On l'oublie parfois quand même, peut-être, mais c'est quand même un Québécois qui a réussi à s'imposer dans le monde quand même de la chanson, qui a eu une vie quand même assez spéciale, parce qu'il avait été moine bouddhiste. Hein? Je ne sais pas si tu connais un peu l'histoire. Non, pas vraiment. C'est pas un artiste qui jouait beaucoup chez nous. Fait qu'avec qui a débuté d'abord comme poète, après ça, enregistré un petit peu des disques folk. Dans les années 90, s'est retiré dans un monastère à Los Angeles pendant plusieurs années, je pense que c'était 5-6 ans, retiré du monde complètement. Après ça, s'est rendu compte que son comptable avait volé son argent. Fait qu'il a recommencé à faire des disques et faire des tournées et tout ça. Ouais, donc, une triste histoire quand même. Là, ouais, c'est ça. Sinon, ça peut être assez intéressant comme projet. La Gaumont va financer un film d'animation qui s'appelle High in the Clouds. Qui est une adaptation d'un album jeunesse de 2005 du chanteur Paul McCartney. Okay. Parce que notre Beatles a écrit quelques albums jeunesse mais là, ça va être des années. Donc une GoProd France internationale. Production Gaumont, là. Moi, je pense que c'est vraiment... à la base. Mais ils vont peut-être le faire en anglais. C'est tourné en anglais, vraiment, de ce que j'ai compris. Parce que vu le cast, c'est pas mal ça. Quand même des noms assez intéressants. Mais tout d'abord, qu'est-ce que raconte High in the Clouds? C'est l'histoire d'un petit écureuil qui va perdre ses parents à cause d'un développement urbain et va essayer de découvrir le monde d'Animalia, qui est une espèce d'une île où tous les animaux là-bas vivent libres et en paix. Donc, d'accord. Au casting, donc, Paul McCartney va faire une voix, en plus de créer des chansons originales. Son ex-partenaire des Beatles, Ringo Starr aussi, sera du projet. Lionel Richie,
Jimmy Fallon, Idriss Elba, Pomme Clémentieff, Alain Chabat OK. et Céline Dion. OK. C'est quand même une bonne gang de monsieur avec Pomme Clémentieff puis Céline Dion, là, mais bon. Et je pense que ça va être une première aventure pour Céline Dion dans l'animation, parce qu'on sait qu'elle avait un petit rôle dans une comédie romantique il y a quelques années, mais en animation, en voix comme ça. Effectivement, je pense que c'est la première fois. Ça s'est jamais fait. Je sais pas si elle va être bonne. Écoute, à découvrir dans 2 ans. Ben, écoute, moi, je pense que j'imagine qu'ils vont faire un rôle là, qui représente un peu sa personnalité. C'est ça, l'écureuil chanteur. Alors, normalement pour 2027, mais on n'a pas plus de précision encore. Donc voilà pour les actualités. Sinon, bande-annonce, on est un peu dans l'horreur, dans le thriller cette semaine. Dans une bonne gang de films d'horreur. Là, c'est les films de septembre qui commencent à arriver sur les écrans. Exactement, ou septembre. Là, qu'est-ce que on a noté? Parce qu'aujourd'hui est sortie la nouvelle de Conjuring Last Rites, aujourd'hui ou hier. Encore début septembre. Là, 5 septembre. Comment ils s'appellent, non? Pas les Cohen, c'est quoi leur nom, la famille? C'est Ed et Lorraine Warren. Ouais, c'est ça. Qu'on dit, en fait, ce serait leur dernière enquête. Oui, toujours très librement basé des écrits de ces... On dit que c'est toujours inspiré de leurs enquêtes et tout ça. Puis mais parce qu'on met même en cause étaient-ils vraiment des exorcistes et tout. Mais... Au point de vue du cinéma, ça fonctionne. Écoute, oui, c'est vraiment une C'est Michael Chavez, je pense, qui va être qui est rendu ses chansons. C'est le 9e film comme de l'univers, puis lui, je pense que c'est son 4 ou 5e déjà. Là. Oui, il avait fait le Curse of la Corn. La Llorona. Oui, c'est ça. Conjuring 3 en 2021 et The Nun 2. C'est ça. Il y a 2 ans. Donc, puis évidemment, Patrick Wilson et Vera Farmiga reviennent dans leur rôle. Donc, on dit vraiment que ce serait le dernier des films, en tout cas avec les Warren. Ouais. Je sais pas si... Est-ce que tu as noté, l'histoire, on est rendu quoi dans les années 80? Bonne question. Moi, je me rappelle plus non plus. Mais ça montre, c'est à peu près un par décennie, quasiment, au fil des films. Puis, je pense qu'il va y avoir un peu des liens avec la jeunesse de Lorraine Warren, là, en tout cas. Fait que, évidemment, tout ce qui est détail de l'histoire, pour l'instant, est gardé top secret. Puis même dans la bande-annonce, là, on nous montre des choses sans trop expliquer leur contexte, mais ça risque d'être un grand succès, évidemment. Puis sinon, le 12 septembre, la semaine suivante, je suis curieux de voir ça, c'est The Long Walk, une adaptation d'un roman de Stephen King. En fait, c'est le premier roman qu'il a écrit, mais qui n'a pas été publié, mais qui a complété. Mais c'était-tu à son nom ou ça a été paru... Quand il a voulu publier, c'était sous son pseudonyme Richard Bachman. OK. Parce que là, déjà, à ce moment-là, en 79, King avait déjà publié quelques romans, donc Carrie, tout ça. C'était le premier qui a écrit, mais non publié, puis il l'a publié plus tard, donc il a mis un autre nom. En fait, c'est ça, vu qu'il changeait un peu de genre, parce qu'on est dans une science-fiction un peu dystopie, tout ça. Puis en même temps, il voulait tester, est-ce que si je soumets quelque chose sous un autre nom, est-ce que je vais être publié quand même? C'est assez bon. Puis finalement, il a publié quand même quelques romans sous le nom de Richard Bachman, dont The Running Man, entre autres. Okay. Donc, qui est aussi un récit de science-fiction. Des rapprochements avec The Hunger Games. D'ailleurs, je me souviens quand The Hunger Games était sorti, on avait un petit peu évoqué The Long Walk Home, qui raconte quoi? C'est dans les États-Unis dirigés par un régime totalitaire. Un groupe de jeunes hommes participe à un concours de marche annuel dans lequel ils doivent marcher à 5 km/h sans s'arrêter jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un seul en vie. Fait qu'on est un peu dans cette... Ouais, c'est ça. Ça vire... Coco Bongo, là. Puis honnêtement, la bande-annonce est vraiment bien réussie. Cooper Hoffman qui joue dedans, un acteur que j'aime bien. Et surtout, en plus, je parlais d'Hunger Games, c'est réalisé par Francis Lawrence qui a fait les derniers Hunger Games quand même. Il a fait le 1, le 3, le 4, je pense. C'est ça. Juste le 2 qui n'a pas fait. Donc, déjà là, je pense que ça va donner un gage de qualité. Puis, c'est un récit que plusieurs réalisateurs ont tenté d'amener au cinéma. George A. Romero et Frank Darabont, entre autres. Okay. Ils avaient tenté d'en faire l'adaptation. Finalement, ça ne s'est jamais concrétisé. Fait que bien hâte de voir ça en septembre de Long Walk. Puis c'est vraiment, en tout cas, l'année Stephen King. Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est le 3e film après The Monkey, The Life of Chuck, qui s'en vient en juin. Ouais. Puis là, on va avoir The Long Walk. Un triplé toutes des deux en plus. Ouais. Bon. Une année payante pour Mr. King.
Ouais, voilà, même si peut-être qu'il va aimer aucun des films, comme il les aime pas souvent. Je sais pas. C'est peut-être calmé avec ça aussi. Ben là, je pense qu'on est rendu quand même à des adaptations de qualité, moins comme dans les années 80-90. Ouais, quand il y avait des téléfilms et tout. Ouais, c'est ça. Fait que voilà, allons-y avec les sorties. Honey Don't, le nouveau film de Ethan Cohen. Sans Joel. Ouais, c'est ça, coécrit avec sa femme, cette espèce de trilogie lesbienne qu'ils font. Fait que la bande-annonce est sortie, c'est encore avec Margaret Qualley, comme on discutait il y a quelques semaines. Dans le fond, l'annonce du projet est arrivée au même moment, puis je me demande s'il n'est pas présenté à Cannes aussi. Mais je pense que c'est rajouté, soit en compétition ou special screening, je me souviens plus. C'est pour ça que tout vient de débouler, là. Ouais. Fait que la bande-annonce est sortie. J'ai pas encore vu s'il allait avoir une version française et ce serait quoi le titre. Je pense que oui, parce que son dernier, il n'avait eu. Ouais. Les filles en cavale. Fait qu'il y a encore Margaret Qualley, Aubrey Plaza, Charlie Day, Chris Evans, qui est en genre de... gourou de secte et tout, puis Billy Eichner aussi, le comédien humoriste. Le 22 août que ça sort, Honey Don't. Voilà, une genre de policière qui enquête justement sur un meurtre et disparition de jeunes filles qui serait peut-être liée à cette fameuse secte étrange. Voilà. OK. Bon, excellent. En parlant de disparition et d'étrangeté. Ben oui, allons-y. Mais pas de secte. Avec Fanny de Jan Englund. Ouais, c'est une grosse sortie. Quand on disait d'entrée de jeu que c'est surtout au niveau des Américains là, que cette semaine et la semaine prochaine, c'est plus tranquille. Fanny est une sortie très large. Je ne sais pas combien de copies il va y avoir, mais ça joue clairement dans toutes les villes et presque tous les cinémas. C'est l'adaptation d'une populaire série de romans de Stéphanie Lapointe, donc cette ancienne chanteuse comédienne qui maintenant est autrice et scénariste. Les séries de livres s'appelaient Fanny Cloutier, mais pour un peu dissocier, au niveau du cinéma, on l'appelle juste Fanny. Jamais mention de nom de famille dans ce film. J'espère que vous avez vu passer des bandes annonces, des posters, ce genre de trucs. Ça met à l'affiche en vedette une belle brochette de comédiens-comédiennes. Les jeunes Milia Corbeil-Gauvreau, Adélaïde Scove et Léokim Beaumier-Lépine. Et pour les adultes, Éric Bruno, Magali Lépine-Blondeau, Claude Legault, Hubert Proulx, Marie-Lise Bourque. Fait que même les rôles plus mineurs, c'est quand même des gros noms et très habitués du cinéma, de la télé, du théâtre. Voilà. J'ai oublié de... J'ai oublié de mettre le synopsis. C'est le synopsis de Thunderbolt sur mes notes. On n'est pas tout à fait là. Fanny vit juste avec son père depuis le décès de sa mère lorsqu'elle était jeune dans un accident de voiture. Puis là, elle a à peu près 15-16 ans. Puis elle découvre quelque chose que son père lui avait jamais remis, une toile faite par sa mère à sa jeune époque qui a été envoyée par sa sœur Laurette, donc la sœur de sa mère. Et elle ignorait même l'existence de sa mère, mais le problème, c'est que son père, joué par Éric Bruno, s'apprête à partir, il est un scientifique, un biologiste, s'apprête à partir au Japon pour le travail, conférence, etc. Fait qu'il dit, regarde, je reviens dans 3 semaines, là, on réglera ça, mais clairement, il y a des choses qu'il ne veut pas y dire. Puis elle, vu qu'elle ne tient pas en place, puis qu'elle a je sais pas comment dire, elle a une certaine volonté de savoir, puis est entreprenante. Elle dit, garde, je vais essayer de trouver c'est où. Puis là, elle découvre d'où ça vient, puis c'est qui cette personne-là. Lorette de Sainte-Lorette. Prend l'autobus, puis s'en va dans le bas du fleuve, dans cette municipalité fictive, Sainte-Lorette, pour essayer d'enquêter sur genre, pourquoi on m'a caché que j'avais une tante, puis qu'est-ce qui s'est passé. Puis plus elle va passer du temps là-bas, plus elle va découvrir qu'il se passe peut-être qu'elle n'est pas au courant de plein de choses, dans le fond, que tout le village, pratiquement, lui cache. Puis check ça avec ton père. Ouais, mon père veut rien me dire et tout. Fait que, voilà. Fait que c'est pas un film pour enfants. C'est vraiment un mystère, un film d'aventure, quand même un côté dramatique à tout ça. Ce qui en donne même si c'est mené par des jeunes adultes qui jouent des adolescentes, c'est un film qui s'adresse à ce public-là, mais qui fonctionne aussi très bien. Là, nous, on est 2 personnes d'à peu près 40 ans, puis on a vraiment aimé ce film-là. C'est très bien fait, comme un bon film de cinéma à écouter, puis à comme apprécier, puis tu te laisses guider par l'histoire, qui, même s'il y a quelques invraisemblances, c'est quand même très bien construit. On n'est pas tombé dans cette espèce de facilité, d'une espèce de deux sexes machina que les choses ne peuvent pas, puis qui arrivent à des
des personnages qui vont juste te donner des clés dont tu ignorais même les portes. Là. Ça, c'est un peu tannant dans les films, là, que si c'était pas un film, ça fonctionnerait pas pantoute. Là. Fait que on a vraiment bien réussi au niveau du scénario à éviter ça, puis qu'il y a une forme de réalisme à tout ça. Tu le dis très bien. Je pense que une des grandes forces du film, c'est le scénario de Stéphanie Lapointe, qui est son premier cinéma. Qui a scénarisé elle-même. Oui, c'est ça. Qui réussit à nous tenir en haleine sur cette intrigue-là. Tout le long, on va se demander qu'est-ce qui cache Éric Bruno. C'est évident qu'il y a un secret qui n'a pas été dit. Donc, tout ça est bien amené, porté par une très belle réalisation d'Ian Englund, honnêtement, où les lieux deviennent pratiquement un personnage au niveau de la direction artistique. Je trouve que c'est un beau film. Une forme de lettre d'amour au bas du fleuve et vraiment. À tout c'est ça, de Rivière-du-Loup à... Le nom, j'ai oublié c'est quoi. C'est-tu Métis sur mer? Ouais, ces affaires-là, dans ce coin-là, ils ont tourné un peu une coupe de place pour rendre ça... Et les comédiens, en commençant par Emilia Corbeil-Gauvreau, qui est captivante. C'est vraiment une excellente jeune comédienne qui commence déjà à avoir beaucoup de métiers. Vous la connaissez peut-être par la série Les Bracelets Rouges, qui a un gros succès depuis quelques années. Là, c'est terminé, mais qui était suivi beaucoup aussi par les ados. Excellente comédienne et tout le reste, et les adultes aussi. Évidemment, Magali Lépine-Blondeau, Claude Legault, tout ça. Besoin de les présenter. Fait que oui, je pense que c'est un film que vos pré-ados, moi je mettrais comme peut-être 11-12 ans, là, peut-être en bas de 10 ans, peut-être qu'ils vont s'emmerder un peu. Là. C'est un peu moins le public cible. Mais, parce que la twist est un peu dramatique. Là. Sa twist, c'est pas magique. On n'est pas dans un conte pour tous. C'est ça, là, tu sais. Que... Elle va pas retrouver sa mère. Là. Sa mère est morte pour vrai. Là, donc, film vraiment de bonne qualité. On le dit, quand il y a du bon film, du bon cinéma québécois, c'est important de l'encourager. Puis, Fanny, vous ne pouvez pas vous tromper. Je pense que c'est vraiment un des... très bon film québécois depuis le début de l'année. Et je souligne aussi deux choses que j'ai appréciées. La musique de Raphaël Reed, que j'ai vu qu'il avait fait la musique de Sam, là. Mais pas, je sais pas. Il doit être comme à part. Je sais pas d'où Ian Englund l'a sorti, mais très, très belle musique. Oui. Et aussi direction photo de Jérôme Sabourin, qui est le fils de Marcel Sabourin, que c'est pas ses premiers faits d'armes, là, il en a fait plusieurs, mais j'ai noté aussi King Dave, entre autres, qui était aussi un très beau film. Puis... je dois ajouter, on a fait un épisode spécial en entrevue avec, il y avait Emilia puis Adélaïde, donc les deux jeunes filles, puis Ian Englund et Stéphanie Lapointe. On a discuté en deux temps là, beaucoup de la production du film. L'épisode est déjà en ligne, je l'ai mis en début de semaine. On a eu du plaisir, là. Ça dure quand même 50 minutes. Là. C'est sûr que c'est un petit peu plus long à chaque fois qu'on fait deux segments, qu'on se dit on fait 10-15, mais finalement ça devient des 15-20, puis etc. Là. Et ce qui est fun, il y avait beaucoup de jasettes. Ouais, c'est ça. Les 4, puis c'était super intéressant en plus. Voilà. Puis c'est dur de couper dans ce temps-là. Nous autres, on veut en connaître plus. Mais puis c'est des tournages extérieurs, en mer. Il y a beaucoup de contraintes et tout. Fait que c'est super intéressant d'en discuter. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est comme très sympathique, Yann, mais je dois avouer que ses précédents films, je trouve qu'ils ont beaucoup de failles. Là. Okay? Sam, c'était pas vraiment un bon film. Là. Fait que je veux pas avoir l'air de juste dire que tout est bon. Là. Je suis capable de dire que des choses sont moins bonnes, mais je trouve qu'ici, c'est probablement son meilleur film. Oui, je suis d'accord. Il y avait quelque chose de très intéressant avec une 54, même si ça virait un petit peu trop gros là, vers la fin, je trouvais. Je trouve que Fanny, peut-être parce qu'il a été écrit par quelqu'un d'autre aussi, c'est vraiment on point. C'est vraiment du... peut-être pas le cinéma avec un grand C. C'est pas crazy, là. C'est pas... qui va transcender tout. Mais c'est une très belle vue là, à aller voir au cinéma puis à passer du bon temps, il pleut et quoi que ce soit. Mais qu'on dit, attendez pas genre 6 semaines avant d'aller le voir parce qu'il va se faire tasser par toutes les Missions Impossibles puis les autres gros films qui sortent, etc. Fait que, allez-y bientôt. Là. Non, puis tu le mentionnes, je pense qu'Ian Englund a maturé comme réalisateur. C'est normal, tu prends du galon. Il a fait beaucoup de télévision aussi. Les Bracelets rouges, entre autres. Bracelets rouges, les pays d'en haut. D'en bas? D'en haut. Oui. Puis je pense que c'est un truc qui est tourné en France aussi pour Disney+, et tout ça. Fait que tant mieux. Puis c'est le fun d'avoir un d'un autre qui connaît du succès comme ça. Puis en plus, étant lui-même comédien,
comme ça qu'il a débuté sa carrière. Fait que, je pense que sa direction de comédien est très bonne aussi. Fait qu'on le ressent, je trouve dans le film, il y a de belles scènes, entre autres, entre Emilia et Eric à la fin. Moi, j'avoue que ça m'a tiré quelques larmes. Oui, c'est ça. Ils n'ont pas, pas volé les émotions qu'ils nous créent. Là. Je pense que c'est des personnages très bien construits et tout, que même s'ils mentent ou qu'ils prennent des décisions qu'on aime moins en tant que spectateur, il y a une raison puis un fondement pour lesquels ils font ça, tu sais. Fait que tu donnes à Claude Legault un personnage comme ça qui connaît la vérité mais qui refuse de la dire, ben c'est peut-être à force d'avoir vu des Minuit le soir puis des rôles où il brille beaucoup, tu le crois, là. Il y a vraiment une force dans leur regard, puis dans Magali, c'est la même chose. Puis quand on discutait, c'est ce que Emilia et Adélaïde disaient, là, tu parles, puis c'est comme... ils travaillent beaucoup en préparation. C'est des professionnels comme ça. Ils ont lu leur texte beaucoup, pas juste pour apprendre leur réplique, mais pour assimiler, dire est-ce que ce que vous me demandez de faire est conséquent avec le personnage que vous m'avez créé? T'sais? Fait qu'ils challenge comme ça, qui fait qu'à un moment donné, le personnage est réel. C'est pas juste quelqu'un qui vient, comme dire 3-4 lignes puis faire avancer l'histoire. C'est comme non, elle existe autour de cette famille-là, autour de ce secret-là, etc. Tout à fait. Voilà. Fait que bravo. Allons dans le grandiloquent avec Fight or Flight de James Madigan. Ouais, Combattre ou fuir au Québec. Film qui est sorti un peu de nulle part, qui est une justement coproduction un peu internationale et qui devait pas du tout sortir au Canada, au Québec, même aux États-Unis. Je pense qu'à la base, c'est une production britannique, si je me trompe pas. J'ai pas été voir, pas certain, c'est ça. Je suis sûr. Puis, par en tout cas, un nouveau distributeur et tout, pif paf, ça arrive ici. Je sais pas si vous avez vu passer des publicités de ça. Fight or Flight, Combattre ou fuir, ça met en vedette Josh Hartnett dans un rôle hautement plaisant, comment dire. Là. Il a son t-shirt rose, fond de cheveux bleachés et des petites mèches. Il se réveille, il est quoi, il est à Bangkok ou quelque chose comme ça? Il se réveille le lendemain de veille, tout déchiré, reçoit l'appel de quelqu'un qui... on comprend qu'il y a un lot passé et qu'il déteste, mettons. Et on lui demande, il dit, regarde, t'es la personne la plus proche, là, en tant qu'ancien agent FBI, machin, de l'aéroport de Bangkok, puis nous, on cherche un terroriste international qui vient d'embarquer à bord d'un avion. Si tu vas dans cet avion, que tu le captures, mettons, là, sans neutraliser, là, donc il faut que cette personne-là reste vivante, ben moi je vais t'aider à revoir tes papiers puis ta paperasse, puis tu vas pouvoir revenir aux États-Unis puis vivre ta vie normalement comme avant. Ce qu'il va réaliser, c'est qu'il n'était pas le seul à avoir ce tuyau-là, puis que finalement l'avion est rempli de mercenaires qui veulent tuer cette personne qui est en chasse, cette terroriste internationale, et peut-être même ça va se retourner contre lui-même et lui aussi va être pris en chasse par tout ce monde-là. Fait que tout ça dans une comédie d'action, donc vous aurez compris que on se prend pas au premier degré. C'est pas sérieux comme John Wick, c'est très fanfaron. C'est non sans rappeler le Bullet Train d'il y a quelques années. C'est la meilleure comparaison. On était coincé dans un train avec plein de tueurs qui cherchaient une mallette ou je sais plus quoi. Et aussi, j'ai vu, puis c'est vrai, du Snakes on a Plane, qui était un autre film coincé dans un avion, mais là, c'était la folie de Samuel L. Jackson qui... chez Motherfucking Snake on that motherfucking plane, etc. Avec des serpents en 3D plus ou moins boboches. Ça n'a pas très bien vieilli. Là. Mais il y a ce côté fun-là. Fait que le film est clairement à mi-chemin entre être un film de série B, mais être aussi un hommage au film de série B. Fait qu'il y a certaines scènes où on s'en donne à cœur joie. On est dans le 13 ans et plus, là, mais il y a beaucoup de sang numérique quand même, des fois, ajouté à l'écran. Mais c'est assez graphique quand même. C'est pas juste un coup de poing, puis la personne elle va être tranquille après. Là. Il y a des objets qui perforent des parties du corps. Là. Ouais, la scène de tronçonneuse est quand même... Ben, je sais pas poliment, faut pas que ça arrive dans la vraie vie, mais jouissive là, à sa façon. Tu le vois que c'est un tournage qui doit être vraiment le fun. Un rôle comme ça pour un Josh Hartnett qui a comme toute une belle carrière remplie de plein de rôles, qui a eu des hauts et des bas, puis d'arriver et de dire, regarde, on fait un film d'action, on rend ça le plus réaliste possible, t'apprends tes chorégraphies, t'as l'entraînement, puis aussi amener, tu te vires Coco Bongo, ces hallucinogènes à tronçonner les gens. Il y a de quoi de le fun à ça. Là, pas pour rien que les festivals Fantasia... Ça aurait été vraiment un film de Fantasia si le timing avait été bon. Vraiment. Tout à fait, oui, c'est ça. On est... écoute,
C'est un film où on prend un plaisir. On parle de film popcorn. Là, c'est très bien fait, malgré un petit budget, mais je pense que tout l'argent est à l'écran. Les chorégraphies de combat sont vraiment hallucinantes. Là. Chaque production du genre, c'est toujours comment ils peuvent un peu renouveler visuellement ces combats-là. Bullet Train était quand même assez exceptionnel. Puis là, celui-là aussi réussit à donner des séquences assez incroyables. Et si on fait le lien avec Bullet Train, ben Josh Hartnett, je pense qu'il channel un peu son inner Brad Pitt parce que visuellement, il ressemble un petit peu. Ça aurait pu être quasiment une suite à Bullet Train. On aurait pu faire ça. Fait que, écoute, c'est sans prétention, c'est amusant, c'est bien fait. Moi, j'ai du plaisir vraiment à regarder ça. Puis c'est un genre que j'aime bien. Puis dans le rôle de cette donneuse d'ordre à distance, Katee Sackhoff, qui est aussi une vedette de toutes les Comic-Con, ces affaires-là, parce qu'elle était, si je ne me même pas, c'était Battlestar Galactica. Elle jouait Starbuck dans la refonte de Battlestar Galactica. Puis il me semble une autre série. Dans le Mandalorian aussi. OK, moi je l'ai découvert dans Longmire, qui était une série western qui jouait sur un poste américain puis qui avait été racheté par une populaire chaîne de streaming à un moment donné et tout. Là. Que j'ai pas vu. Moi j'avais écouté Battlestar Galactica à l'époque, parce qu'honnêtement c'était vraiment très très bon. Ça c'était-tu avec Kevin Sorbo? Ou lui c'était un autre. T'avais Edward James Olmos. OK, Sorbo c'était une autre série de sci-fi. Oui. Oui, je sais ce que tu voulais dire. Pas Farscape, ça, mais... Non, je sais pas. Firefly. Non, ça, c'est Nathan Fillion. C'est Nathan Fillion, en tout cas. Bref. Battlestar Galactica, si vous cherchez une excellente science-fiction, c'est très bon. Mais ça se dit, oui, c'est le fun de la revoir, parce qu'au cinéma, ça fait... Écoute, je me rappelle même pas la dernière fois qu'on l'a vu. Et puis... ça fait partie de ces comédiennes qui sont pas tant au cinéma, ça fait plus de la télé. Là, Mais moi, c'est surtout Charitra Chandran qui joue une hôtesse de l'air. Écoute, j'ai vraiment tombé en amour avec elle. Son sourire, elle dégage quelque chose de vraiment funny. Je trouve qu'elle a un très bon sens de la réplique. Actrice plus connue ici, un peu plus populaire en Angleterre. Elle faisait partie de la 2e saison des Chroniques de Bridgerton, entre autres. Elle jouait Edwina, pour ceux qui ont suivi un peu la série, ce qui n'est pas mon cas. Fait que pour moi, ça a été une découverte. Et j'espère qu'on va la revoir dans d'autres films. Mais j'avoue que dans le film, je me demandais si c'était, parce que ça fait longtemps, là, le film de... c'était un film britannique. Les Indiens britanniques qui faisaient des arts martiaux et tout. Là. C'est pas elle, non, c'est ça. Non, au cinéma, elle n'a presque pas fait grand-chose. Elle a plus tourné au niveau de la télévision au Royaume-Uni. Voilà. Fait que finalement, c'est comme on dit, c'est un genre de film de gros fun. Là. Moi, sur Letterboxd, j'ai dit c'est un peu comme un sac de guimauve. Là. C'est pas le bonbon que tu vas penser ou la friandise, tu vas penser à prendre, mais quand tu commences à manger, moi, c'est qu'une guimauve qui goûte la vanille, j'ai de la misère à m'arrêter, puis c'est très weird, mais c'est vraiment bon finalement. Là. C'est vraiment ça. C'est juste what you see is what you get. C'est léger, c'est le fun, ça dure 1h40, comme tu dis, popcorn liqueur ou popcorn bière, selon le cinéma que vous allez. Une belle soirée en perspective. Autre coproduction québécoise-canadienne, un film de l'ONF, le documentaire Les Enfants du Large de Virginia Tangvald. Et c'est quand même rare que les deux, on a vu un documentaire. C'est arrivé dans le cas de Maurice il y a quelques semaines. C'est vraiment un phénomène, cette histoire-là, parce qu'en fait, Virginia avait écrit un livre racontant un peu son histoire et sa forme d'enquête, puis là, elle l'a réalisé, scénarisé ce documentaire qui met beaucoup elle-même en scène en fin d'enquête. C'est un projet qui était développé conjointement, donc c'est le livre qui est sorti avant. Puis, j'avoue que si le livre est sorti cet automne, ça donne pas beaucoup de temps pour faire le film. Là, elle a une histoire familiale captivante. En fait, c'est que son père était un célèbre navigateur, Peter Tangvald, d'origine norvégienne, qui naviguait en voilier, là, genre, mais c'est ça, un peu partout à travers le monde et tout. Il y a eu quelques femmes, quelques enfants, et il a fini par mourir dans un accident avec une de sa plus jeune fille. Donc, un naufrage, en fait. C'est ça. Voilà. Et un de ses fils, Thomas, avait survécu. Là, on comprend qu'elle était pas tant sur les navires parce qu'elle est née
d'une autre femme, puis elle était plus sur Terre, là. Ouais, je pense qu'elle, à partir de 2 ans, en tout cas les premières années de sa vie, était avec eux. Puis après ça, sa mère a quitté son père. Puis elle a grandi à Montréal quand même. Donc, ils ont déménagé à Toronto. Après ça, elle a fait ses études à Montréal en cinéma, entre autres à l'INIS. OK. C'est pour ça qu'elle a un très bon français. Oui, c'est ça. Puis, fait que, le film est comme en majorité en français, mais des fois c'est sous-titré quand les intervenants parlent pas français, mais la narration qu'elle fait va être en français. Là. Ben, il existe une version aussi Ghosts of the Sea, fait que peut-être qu'elle a refait aussi une narration en anglais pour l'autre version, là, très possible. Là, le Canada, quand même. Bref, fait qu'elle va enquêter sur ça, puis son frère, donc Thomas, lui aussi s'est mis à tomber dans le même cycle de la navigation et de vivre en mer, puis d'avoir une femme à quelque part dans le monde, etc. Et il était un peu obsédé par son père, puis il a fini par lui aussi mourir tragiquement dans un accident. Fait qu'elle, il y a une forme d'enquête. C'est quand même drôle, on n'est pas si loin de Fanny, de ce côté très navigation, bas du fleuve et secret de famille. Là. Mais elle va donc... c'est pas une enquête policière comme telle, mais elle va interviewer des amis de ses parents, de l'époque, des ex, du monde de même, qui vont parler de... Surtout comment il était psychologiquement, etc. Parce qu'à un moment donné, elle cherche à comprendre pourquoi son père n'était pas dans sa vie. Ben c'est ça. C'est pas juste de qu'est-ce qui est arrivé sur le bateau, c'est plus pourquoi il faisait tout le temps ça. Pourquoi il était jamais là. Et pourquoi son frère a fait la même chose. Parce que dans le fond, il était pas bien quand il était à la maison et que sa femme, sa fille... Ils se sont revus une fois alors qu'il était jeune adulte, je pense qu'il avait 19 ans. Et entre ce laps-là, il s'était pas vu depuis une quinzaine d'années. Donc, c'est ça. Puis elle-même, elle semble... avoir en elle certains de ces démons-là, cette quête-là de liberté, d'être déconnecté un peu de la société. Donc, je pense qu'elle veut un peu éviter les pièges de sa famille. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'au fur et à mesure qu'elle va apprendre sur la vie de son père et son frère, tout ça, son père était quand même un peu louche. Il y avait beaucoup de choses qui tournaient pas rond. Et ça, je trouve ça intéressant que dans le documentaire, on l'aborde quand même assez franchement. Ouais, on glorifie pas tout le monde. Là. Non, c'est ça. Puis parce que je suis allé lire beaucoup après avoir vu le documentaire, parce que ça m'a vraiment fait donner le goût de découvrir un petit peu plus ce phénomène-là, ce personnage-là que je ne connaissais pas. Je préfère ne pas en dire. Je pense qu'on est mieux de laisser les gens découvrir un petit peu... parce qu'il y a beaucoup de trucs assez surprenants. Fait que c'est un documentaire, je trouve, qui est très, très bien tourné. C'est pas lourd. Très bien rythmé, justement. Un peu comme Fanny, on est dans une quête de comprendre et de mettre ensemble les pièces d'un puzzle. Fait que je trouve que c'est fascinant. En plus, dans un monde qu'on connaît pas. Comme docu, alors que des fois... documentaire, on l'écoute puis c'est intéressant, mais lui, sa mise en scène il est très esthétique. Oui, on voit que justement, quand même, une fille de bateau. Puis c'est sûr qu'il y a des petits côtés, des fois, un peu trop mis en scène. Là, quand tu sais que c'est elle-même qui réalise, qui est tout. Ben, il y a peut-être directeur, directrice photo aussi, là, mais tu sais que elle se filme en train de regarder des photos, puis là, je suis comme, ouais, ça, je trouve ça tacky, là, ouais, c'est ça. Ça, c'est un peu quétaine, mais je comprends qu'esthétiquement, ça marche, là. Mais c'était stagé, mettons. Et, des shots à la plage, là. Ouais, c'est ça, mais ça fait partie de la magie du documentaire, là, entre tes images de transition puis tout. Oui, là, c'est pas du docu Pierre Perrault sur le terrain, là, je sais pas comment il appelait ça. Là. Cinéma direct. Ouais, c'est ça, là, pas ça. Puis vous avez peut-être déjà entendu un peu parler des Enfants du large, parce qu'à l'automne, quand le livre était sorti, Virginia Tangvald était passée, tout le monde en parle, et je sais que ça avait fait discuter beaucoup après ça sur les réseaux sociaux, puis je sais que le livre était devenu rapidement en demande, comme c'est souvent le cas à l'émission. Là. Ouais. Fait que... ils rejoignent quand même un public qui est très précis pour certains projets artistiques et autres, là, c'est ça? Fait que, oui, voilà, chaude recommandation. J'ai pas trop remarqué sur combien d'écrans il joue et tout. Là. C'est sûr que ça doit être un petit peu plus limité quand même, mais je pense que les cinémas habitués à diffuser des œuvres un peu plus marginales, mettons, vont le présenter, mais très, très abordable comme film et un bel objet de curiosité. Ouais, allons complètement ailleurs. C'est ça, des sorties un peu plus limitées quand même. Clown in a Cornfield d'Eli Craig. Avais-tu déjà vu Tucker et Dale vs. Evil? Non. Moi, j'avais vu ce premier film-là. Très drôle. C'est des gens qui louent un chalet, des jeunes, puis ils trouvent que les deux gars à côté sont vraiment weird, dont un des deux était joué par Alan Tudyk. Tudyk. En tout cas, lui qui fait plein de voix à cette heure et tout. Là. Qui était le pirate dans Dodgeball. Oui, tout à fait, voilà. Puis c'est juste deux
bros avec des chemises carottées qui, genre, chassent puis coupent du bois, là, mais c'est tout, là, tu sais, qui sont comme à leur chalet. Mais les autres sont comme, ah non, c'est sûr que c'est des tueurs, tu sais, parce qu'ils ont l'air louches, ils ont des masques et tout. Puis à force d'avoir peur d'eux, les jeunes créent tellement de chaos qu'ils finissent par se tuer eux-mêmes. Pas nécessairement, c'est vraiment une comédie d'horreur, mais à un moment donné, je sais pas si je spoil, ça fait tellement longtemps que j'ai vu ça, là, c'était genre 2010. Là. Mais il court dans le bois puis il s'empale lui-même sur une branche puis tout. Fait que là, les autres, quand ils voient ça, ils font « Ah non, ils l'ont tué! » genre, puis tout. Fait que ça... OK, ouais, ben, je regarde ça. Quelque chose de vraiment sympathique. Ça m'intéresse. Fait que ici, Eli Craig retombe un peu dans le slasher. On est moins comédie sérieux, au sens où c'est pas une parodie, mais c'est vraiment une forme d'hommage du genre slasher. L'adaptation de livre de Adam Cesare. Quinn Maybrook va emménager avec son père à Kettle Spring dans le Midwest, une petite ville du Missouri, une petite ville, c'est pour être poli, là, un village qui est en train de pas mal de faire banqueroute, si on veut, parce qu'il y avait une grande usine qui a fermé. Son père qui est le nouveau médecin de la ville. Fait qu'elle va se lier d'amitié avec d'autres adolescents, évidemment, dont Cole, qui est le fils du maire, qui est donc dans la famille héritier là, du grand fondateur local qui avait cette fameuse... C'était une usine de sirop de maïs, voilà, ouais, dans les champs et tout. Puis qui avait une mascotte, un horrible clown qui s'appelle Friendo, comme on dit, c'était la mode à l'époque, hein, très McDonald's de dire les clowns, c'est bon, ça fait de belles mascottes, ouais, ça fait aussi des cauchemars. Puis eux, lui et ses amis, Cole, ils ont une chaîne YouTube où ils parodient un peu ce fameux clown-là en faisant comme des faux meurtres et des choses comme ça pour juste avoir de la popularité web. Mais ils vont réaliser, un peu après l'arrivée de Quinn d'ailleurs, qu'il se met à avoir un vrai tueur déguisé en clown qui cherche à tuer peut-être pas mal sa gang d'amis justement qui font des parodies de Friendo. Fait que c'est ça, c'est un genre de, moi je dirais un néo-classique, là. Un nouveau classique du genre slasher, des ados, de la libido, d'un tueur avec un masque de clown qui fait des kills créatifs, donc inspiré des passions un peu de chacune de ses victimes. Tout ça va mener à qui est ce fameux tueur et pourquoi, là, un peu à la Scooby-Doo, là. Dans un film de genre 1h30, là, fait que très efficace dans ce que c'est. Je pense je suis un peu d'accord, là, c'est comme Fight or Flight, là, c'est pas parodique, mais sans prétention. Vous voulez un slasher? Voici un slasher. Oui, vraiment. Écoute, moi, j'ai eu du plaisir à le voir. Je trouvais ça très satisfaisant. Principalement, je pense, pour Katie Douglas, la comédienne qui joue Quinn. Je trouve qu'elle sort un peu du lot. Est-ce qu'elle est canadienne? Parce que ça, cette année, je ne sais pas si ça choquerait Trump et les Américains. Ben, c'est une production américaine, mais tournée à 100% au Canada. Ouais, à Winnipeg. Ouais, au Manitoba, qu'on a un peu déguisé en Midwest. Puis, fait qu'il y a plein d'acteurs, actrices canadiennes à ce moment-là. Mais qui elle ont pris sur tourne place. beaucoup aux États-Unis. Okay. Elle était entre autres dans la très bonne série Georgia and Genie. Moi, c'est là-dedans que j'ai découvert vraiment une bonne petite série sur le streaming. Ouais, fait qu'elle sort vraiment un peu du lot. Je trouve qu'elle est une très bonne comédienne. Son personnage a un petit peu plus de chair. Comme tu le dis, les fameuses séquences de meurtre sont assez efficaces. Puis même, quand même assez graphique encore là. C'est un 13 ans, mais public averti. Là, je ne m'attendais pas à ce que ça aille aussi loin. Du démembrement. Là. Pas mal. Puis quand même quelques bons petits twists aussi dans le scénario. Là, fait que tu sais, ça sent quand même un film à petit budget. Esthétiquement, on le voit aussi. Mais pour ce que c'est, pour l'hommage que ça rend, je pense que c'est de bon goût puis c'est bien fait. Fait que vous êtes film de slasher comme moi, normalement Clown in the Cornfield, vous allez passer un bon moment. Voilà, et je dis plus limité parce qu'il n'y a pas de version française. Fait qu'à ce moment-là, c'est pour ça qu'il y a moins de cinéma qui le présente, d'écran. Notons au générique, entre autres, une grande vedette canadienne, Kevin Durant, qui, lui, cet acteur ontarien qui parle français aussi, pas dans le film, qui joue le fameux maire de la ville, justement. Toujours drôle de voir un maire bien costaud, mais on le met pas en chest non plus. Mais quand même des bonnes épaules en arrière de son suit. Voilà.
Ça me rappelait un peu aussi Thanksgiving de Eli Roth, justement, le genre de setup puis du retour au passé, ces affaires-là. Il y a une petite scène de parade aussi qu'il y avait dans Thanksgiving, fait que j'aimais bien pour ça. Ouais, c'est une bonne comparaison. Moins peut-être, tu sais, Thanksgiving devenait très gory, mais tu sais, dégueulasse, là. Tu sais, quand il a amené... Il séquestre, le tueur séquestre tout le monde autour d'une table de repas, puis là, c'est genre, il mange des viscères d'humains, puis tout, là, il y a pas ça. Là, c'était Eli Roth quand même. C'est ça, voilà, exactement, c'est ça. Fait que le côté moins extrême, là, c'est on ça. n'y va pas jusque-là, c'est ça. Mais, il y a des bons kills, mais on joue pas avec les morceaux après, non, là, c'est ça. Voilà. Je nomme aussi 2 documentaires plus pointus, peut-être documentaires à la lumière du... jour ou du soir? J'ai vraiment un blanc. Du soir. OK, c'est bon. J'ai écrit du soir, mais je n'étais plus certain. À la lumière du soir, oui, ça fait tout son sens parce que c'est un film documentaire de Fernand Dansereau. Cet homme de quand même 97 ans qui ici va recueillir les témoignages de diverses personnalités plutôt âgées sur justement le phénomène du vieillissement. Puis lui qui avait déjà fait l'érotisme et le vieillage et l'espérance et tout. Fait qu'on est dans cette thématique-là. Fait que ça joue aussi dans plusieurs cinémas. C'est juste que, écoute, on n'est pas le public cible, toi et moi. Là, il y a des témoignages de Denis Arcand, Joséphine Bacon, Jeannette Bertrand, Marcel Sabourin. On parlait de son fils Jérôme. Voilà, fait que c'est de la philosophie et tout sur le vieillissement et tout. Fait que c'est super pertinent, c'est super bien. C'est juste que ça, j'ai pas eu le temps, disons, d'être appelé par ce film. Et je pense que j'ai cru comprendre, je sais, en fait, je sais juste pas les dates, que Fernand Dansereau va faire une tournée aussi, un peu comme... oui, j'ai oublié Clermont-Dion. Ouais, ou j'ai oublié notre ami du film Maurice. Ouais, moi aussi, je m'en excuse, j'ai oublié son nom. Serge Giguère. Ouais, c'est ça. Fait que Fernand est disponible. Fait que je sais pas si c'est des Q&A de soirée ou d'après-midi. Checkez dans vos cinémas et demandez-les. Fait que, puis j'ai vu aussi que dans certains cinémas, ils n'ouvraient pas ce vendredi, mais mettons la semaine prochaine, parce qu'il y a énormément de documentaires. Il y en a un autre encore plus niché, peut-être, sur l'artiste visuel Lynn Lapointe, qui s'appelle donc Lynn Lapointe, L'art et la matière. Co-réalisé et co-scénarisé par Carmen Garcia et Germán Gutiérrez, fait que 2 noms internationaux, mais qui font du cinéma au Québec. Il avait fait, entre autres, le docu sur Pierre Falardeau, là, je pense en 2010 à peu près, là, 2015. Fait qu'on traite de l'artiste Lynn Lapointe, qui est unique dans son phrasé, sa façon de parler, dans l'art qu'elle crée, qui est à son époque aussi... un peu précurseur en étant homosexuel et féministe. Fait que ça a toujours reflété son travail puis sa volonté de créer. Fait que super documentaire. Ça fait quelques semaines que j'ai vu quand même déjà, là, mais oui, très, très bien fait et tout. Ce genre de docu qui se fait comme, bon, pour des raisons professionnelles, je vais l'écouter, mais que tu fais, OK, finalement, je découvre quelqu'un que j'ignore à 100%, puis c'est super bien fait puis super intéressant de voir son processus, son œuvre et tout. Mais c'est sûr que l'art visuel, c'est pas... Si je classais les domaines artistiques, on s'entend que la musique et le cinéma viennent quand même bien au-delà dans mes intérêts personnels. C'est tout. Tout assez. La semaine prochaine, Final Destination Bloodlines, parce qu'on continue dans les films d'horreur. Ben oui, Est-ce que remet la nostalgie à l'heure. C'est ça, t'avais-tu déjà vu les premiers ou pas tant? Je confesse que j'ai manqué le phénomène... Petit phénomène, Final Destination. Mais au final, c'est comme le 6e film, ça? Ouais, il y avait quand même au fil du temps. Là, c'est ça. Je pense qu'aux 3 ans, c'est régulier. Il y avait un nouveau film. Tu sais, je me souviens d'avoir vu passer ça un peu, tout ça, les pochettes d'un club vidéo. Pourtant, je suis fan de films d'horreur, mais je ne sais pas pourquoi. Ça n'a juste pas inspiré ou bref. Mais je me lance le défi de me rattraper. Donc, je vais écouter tous les films pour être à jour. T'as écouté le 3e ou pas encore? Non, je suis rendu au 3. Moi aussi, j'ai écouté les 2 premiers. Le premier, je m'en souviens très bien parce que c'était en 2000 puis j'avais exactement cet âge-là, mais je les ai pas tous vus. Le 4 puis le 5, j'ai jamais vu ça. Fait que j'ai essayé de faire mon rattrapage aussi. Quoique, je suis convaincu que c'est assez bien fait que vous pouvez en avoir vu aucun des autres, puis ça va marcher pareil. C'est du monde qui échappe à la mort, puis que la mort les rattrape. Ensemble, puis... Ben là, lui a l'air de vouloir lier, parce que c'est pour ça qu'il s'appelle Bloodlines, c'est liens du sang, puis là, eux, ils sont comme des descendants du premier, fait que c'est pour ça qu'ils n'auraient jamais dû naître, parce que les autres auraient dû mourir, fait que la mort leur court après. D'accord. C'est un peu ça. On en saura plus et on vous en reparle la semaine prochaine, puis il y a évidemment une autre couple de sorties, puis de documentaires qui vont prendre l'affiche, c'est certain. Comme d'hab,
Pour nous contacter, écrivez-nous balado@commercialmonciné.ca et suivez Magazine Mon Ciné sur Facebook et Instagram. Et on vous invite à aller écouter aussi notre épisode spécial avec l'équipe de Fanny. Que ce soit avant ou après le film, ça marche dans les deux sens. Mentionner qu'il y a aussi un entretien écrit que j'avais fait avec Stéphanie il y a quelques mois qui est aussi en ligne. Donc, parfait. Puis est-ce qu'il était aussi même imprimé dans le magazine? Non, je pense qu'il n'a pas fait la cote pas dans le magazine. Que sur le web. OK, c'est ça. Faute de pages et de place. Voilà, Facebook, Instagram. Procurez-vous gratuitement le magazine Mon Ciné qui est disponible en version numérique ou physique et visitez d'ailleurs, c'est ça comme tu dis, le monciné.ca pour en lire et en apprendre davantage. Sur ce, on vous souhaite bon cinéma, bon popcorn avec du sirop de maïs peut-être. Et si jamais vous planifiez un vol prochainement, procurez-vous donc une assurance, ça peut être pas mal payant.